C'est un métier qu'on connaît très peu et qui est essentiel en France aujourd'hui plus que jamais. Juge pour enfants. Vous allez découvrir un quotidien insoupçonné. Il y a de la grande violence, il y a de la petite violence, il y a des grandes, de petites souffrances. Et c'est au quotidien, sur le bureau de la juge qui est juste à côté de moi, que vous allez comprendre aussi comment fonctionne la justice. C'est passionnant, ça va vous éclairer aussi sur notre pays. Ça s'appelle Les Inspirants. C'est parti pour ce nouvel épisode. Marie-Laure Duflo, bonjour. Bonjour. Vous êtes juge pour enfants. Il y a à peu près un peu plus de 500 juges pour enfants en France. Ça résonne pour ceux qui nous écoutent mais qui ne voient pas la vidéo parce qu'on est dans une salle d'audience. Merci d'abord de nous donner votre parole. C'est rarissime d'entendre un juge en fonction qui parle de son boulot au quotidien. Donc on mesure notre chance. Vous êtes à Bergerac. On a suivi votre quotidien depuis maintenant plus de 24 heures pour TF1. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, m'a énormément marqué. Donc on va en parler dans le cadre de ce podcast. C'est la fin de journée. Vous êtes la dernière à bosser ici. Il y a des agents de sécurité qui attendent derrière la porte. Et ça montre aussi à quel point vos journées de travail, elles sont intenses. Mais d'abord, je voudrais comprendre une chose. Depuis quand vous voulez être juge pour enfants et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce boulot qui avale, qui est parfois très dur, mais qui est au service des mineurs? Alors, la vocation de magistrat, enfin, je parle de vocation, mais je pense que c'en est une, date d'il y a très longtemps, puisque quand je suis entrée au collège, je voulais déjà faire du droit et dans un premier temps, enfin, un court laps de temps, je voulais être avocat, puis je me suis plutôt orientée vers les études pour devenir magistrat. Pourquoi pas avocat et plutôt magistrat? Peut-être une question de caractère, Oui. d'appétence, de feeling. Je me sentais pas. J'avais assisté à plusieurs procès d'assises notamment, et voilà, je me disais que c'était un travail en tout cas très difficile parfois de défendre l'indéfendable, même si intellectuellement je peux entendre que ce soit riche et chaque personne a le droit à une défense, mais en tout cas de ma place, je me sentais je me disais que je serais plus utile en tant que magistrat qu'en tant qu'avocat. Et donc, c'est plutôt vers ce métier que je me suis tournée. Moi, mon premier poste a été à Bourges, où j'ai exercé aussi les fonctions de juge des enfants, parce que c'est lors de mon stage que j'ai finalement découvert cette fonction et pour laquelle j'ai pensé ne pas avoir d'appétence du tout. J'étais même plutôt réticente. Et finalement, c'était mes dernières fonctions en stage. Et je me suis découverte, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment vous vous êtes dit « je veux être juge pour enfants » ? Finalement, alors on a toujours un peu de stress quand on est stagiaire, mais je me rendais compte que en audience, j'étais plutôt à l'aise. Le rapport avec les parents, l'utilité aussi d'essayer de comprendre et de venir aider, parce que surtout en assistance éducative, au pénal aussi de pouvoir venir aider des mineurs en difficulté dans une spirale de délinquance, mais avec sûrement une histoire familiale compliquée, donc de mettre des mesures pour, venir sanctionner, parce qu'on est là aussi pour sanctionner, mais surtout pour accompagner le mineur dans sa future vie d'adulte et qui se sorte de ça, en fait. Alors, moi, je dois commencer par une histoire, qu'on comprenne votre métier, la passion que vous avez pour aider aussi des mineurs qui sont parfois dans des situations de grandes difficultés. On va prendre un exemple, on l'a rencontré tout à l'heure dans les couloirs, mais c'est normal, parce que c'est le secret aussi de l'instruction et de votre métier. On va lui donner un autre prénom. On va l'appeler Tonio. Il a 18 ans aujourd'hui, et quand il vous a vu, d'abord il a pleuré, parce que vous lui avez dit bravo pour le parcours qui est le vôtre aujourd'hui. Et Tonio, il faut que vous nous expliquiez dans quelle spirale il était, multidélinquant, des vols, des violences, des armes et le narcotrafic qui malheureusement l'avait très très vite entamé. En quelques mots, à 9 ans, il perd son papa, sa maman est tellement éloignée qu'il ne peut pas vivre avec elle, il est placé et ça va être le début d'une grande spirale de violence. Et Tonio aujourd'hui, il est presque sauvé et il dit c'est en partie grâce à moi et c'est aussi en partie grâce à vous. Alors expliquez-nous d'abord comment vous accueillez ces paroles et qu'est-ce que vous avez fait comme accompagnement. Vous n'étiez pas toute seule évidemment, mais qu'est-ce que vous avez fait pour Tonio? En fait, ce mineur, je le rencontre d'abord en assistance éducative. Il est donc placé et je renouvelle cette mesure de placement. Son plus jeune frère est placé également. Donc c'est pas la prison, mais un placement, c'est quand même pas rigolo placement quand on est en mineur, assistance éducative. Donc il est dans une MEX, Ça veut dire quoi? c'est une maison éducative à caractère social, un D'accord. foyer. Et donc il avait ce placement qu'il mettait en échec, c'est-à-dire qu'il fuguait constamment, donc il se retrouvait à commettre d'autres infractions, puisque je l'avais aussi en parallèle au pénal pour d'autres faits.
mais ça montait crescendo. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il s'était, en tout cas, il était impliqué dans des trafics de stupéfiants. On l'avait retrouvé à Clermont-Ferrand, il était à peine arrivé, on le retrouve sur un point de deal. Dès que, en tout cas, il partait, il revenait sur la Mex avec des nouveaux vêtements, des nouvelles baskets, il se faisait livrer des colis, et on savait bien que cet argent venait de quelque part. Et donc, ce mineur, on sentait qu'on commençait à le perdre. Et je l'ai donc récupéré au pénal, et de plus en plus pour des infractions de plus en plus graves. Alors, il avait en tout cas à mettre à son profit, c'est qu'il reconnaissait. Voilà. Dès lors qu'il commettait une infraction, il arrivait à l'audience, il cherchait pas à se cacher, il disait pas c'est pas moi, c'est à cause d'un autre. Il reconnaissait sa responsabilité, en tout cas. Ça suffit pas à sauver quelqu'un. Exactement. Mais en tout cas, il y avait voilà cet échange qui était possible, et à un moment donné, il était question. Je sentais bien qu'en matière civile, le placement n'était plus efficient du tout. L'accompagnement, les éducateurs ne parvenaient à rien puisqu'ils fuguaient tout le temps. Et donc, j'ai considéré que au pénal, en tout cas. Et ça allait aussi venir poser une sanction, et en tout cas lui mettre entre les mains une échéance. C'est-à-dire soit Tonio, tu te ressaisis, tu prends ta vie en main et tu fais autre chose de ta vie que de voler. Les derniers faits aussi, il y avait de la violence contre sa mère parce qu'il y avait aussi un problème par rapport à l'héritage du père, enfin en tout cas l'assurance vie qu'il avait, il avait pu laisser pour ses enfants. Pour bien comprendre, le papa, normalement il y avait de l'argent pour les enfants. Voilà, et la maman a utilisé cet argent, ce qui venait aussi alimenter un sentiment d'injustice chez lui et de colère, et cette sensation de n'arriver à rien. Et d'être perdant partout. Un discours de la maman qui pouvait être dévalorisant, je pense. Donc, cette sensation que, de toute façon, il pourrait rien faire de sa vie, puisque dès qu'on parvenait à mettre quelque chose en place, il détruisait tout. Parce que c'était pas possible. Comment vous avez réussi à faire le contraire? Il est allé au CEF de la Monédière en Corrèze. Donc, centre éducatif fermé. Pour CEF. Voilà. Oui. Vous l'amenez en Corrèze, donc ça ne l'amuse pas du tout. Hein. Non, il voulait pas y aller, vraiment. Mais là, je lui dis, en fait, t'as plus le choix. Enfin, vous n'avez plus le choix, puisqu'au pénal, je vous vois, mes mineurs. Et je lui dis, vous n'avez plus le choix. C'est le CEF. Si vous ne respectez pas cette obligation, ça sera la prochaine case, c'est la prison. Et je lui rappelle que c'est pas un objectif de vie, d'aller en détention, qu'il y a quand même d'autres choses à faire de sa vie et à son âge, et que cette mesure, c'est certes, il la vit comme une contrainte, c'en est une, hein, c'est une mesure contraignante, mais c'est pour qu'il fasse autre chose de sa vie. Et ce CEF, je dois dire, a été particulièrement... en tout cas, ça a été une rencontre. J'ai bien travaillé et collaboré avec la directrice et le directeur adjoint. Parce que c'est ça, il faut expliquer. Vous êtes juge, mais vous discutez. Oui. Et c'est sur votre temps libre, mais avec les responsables je prends le temps. de ces centres, avec les éducateurs, avec tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apparaît essentiel, parce que c'est une chose en audience, je dis les choses, enfin voilà, j'explique. Mais après, j'avais à cœur, en tout cas, d'échanger avec eux pour voir ce qui allait être mis en place le concernant. Ils me tenaient au courant dès lors qu'il y avait un incident ou pas. Et finalement, je salue leur travail, le CEF des Monédières, parce qu'ils ont su capter chez Tonio, en tout cas, son intérêt, notamment pour les animaux et les chevaux. Et donc, ils ont organisé un séjour cheminé avec son cheval. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est un séjour où, pendant 5 jours, je crois, on marche dans la nature avec un cheval. Et le fait de cheminer, de peut-être faire de l'effort, devoir marcher longtemps, grimper, voilà, ça vient développer peut-être la remise en question. C'est l'occasion de discuter dans un cadre hors audience, on va dire. Et en tout cas, d'un point de vue éducatif, ça a été porteur. Ça a plutôt porté ses fruits. À l'époque, Tonio avait rencontré une jeune fille, d'ailleurs pour laquelle il avait fugué à Clermont, et il était dans le trafic de stupéfiants. Et cette jeune fille avait un enfant. Et il s'était beaucoup investi auprès de cet enfant. Et je me souviens à l'audience, parce que je sentais bien que cette jeune femme n'allait peut-être pas rester très longtemps. Et j'avais peur que ça remette tout en question. Donc à l'audience, je lui ai dit, mais je lui avais dit une phrase, alors je ne sais pas si ça l'a marqué, mais de lui dire qu'il pouvait réussir par lui-même. Et qu'il devait d'abord s'occuper de lui et être heureux pour lui. Mais alors attendez, je vous arrête, parce que cette phrase-là, il nous l'a dite quand on a discuté avec lui en face à face tout à l'heure dans une salle. Donc je pense qu'il a retenu. Alors visiblement, il l'a retenu. Et vous parliez des animaux. Il faut expliquer la suite, parce qu'aujourd'hui, donc il termine une formation. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et il s'occupe de chevaux, de moutons. Enfin, c'est une grande exploitation de 70 hectares. C'est le même employeur depuis le CEF. Il est toujours au CFA. Il y a un moment où il a failli un peu tout lâcher. On a fait un entretien de remobilisation avec son conseil, l'éducateur et le directeur adjoint du CEF.
et où on lui a dit que voilà, c'était maintenant et qu'il devait pas lâcher, qu'il avait accompli, qu'il avait fait beaucoup d'efforts et qu'il pouvait pas lâcher à ce moment-là. Et je pense que ça a peut-être été un déclic. En tout cas, il a eu cette volonté d'avoir une autre vie que celle pour laquelle il était programmé, entre guillemets, enfin en tout cas celle qui était la sienne depuis quelque temps. J'aime pas trop le terme programmé parce qu'il n'était pas programmé pour cette vie. En tout cas, je suis très fière de lui, ça c'est vrai. Alors, on va prendre un deuxième exemple concret parce que je pense que c'est avec les exemples concrets qu'on comprend votre métier. On l'a vécu tout à l'heure, donc là aussi on va changer le prénom, on va l'appeler Lily, une petite fille de 9 ans qui donc arrive dans votre bureau, et ça c'est aussi une audience. Là il y a cette grande salle superbe et qui est très magistrale, mais les audiences elles se passent aussi parfois dans votre bureau, où il y a une greffière juste à côté, puis il y avait une assistante qui vous aide aussi dans les démarches juridiques, et donc cette petite fille, elle arrive et en quelque sorte elle essaye de savoir, enfin, elle aimerait peut-être voir un tout petit peu plus son papa, qui a plein de difficultés, qui récemment, je résume un peu l'histoire, hein, l'a croisé par hasard dans la rue, il n'a plus vraiment le droit de la voir, et il lui a dit des méchancetés, très dures, et donc la question c'est de savoir si vous arrivez à recoller des morceaux. Enfin, si eux vont réussir à recoller les morceaux. Commence alors l'échange dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez nous résumer justement tout ce que ça signifie, et où est votre boulot de juge pour enfants là-dedans? Alors, dans cette situation, pour Lily, c'est une situation que j'ai connue il y a 2 ans. J'ai renouvelé la mesure éducative, donc assistance éducative en milieu ouvert. Hein. C'est un éducateur qui se rend au domicile à peu près 1 fois par mois pour aider et qui vient en soutien, au soutien de la mineure et des parents. Les parents, sachant que la maman, pardonnez-moi, a été victime de violences. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un contexte de violence conjugale très, très ancien. Je crois que madame avait parlé durant toute la vie commune, une trentaine d'années de violence, donc une maman très marquée. Ensuite, c'était, cet enfant, c'est le seul enfant du couple, et cet enfant a été témoin des violences au domicile. Donc on a une petite fille traumatisée. Parce que je me permets de vous arrêter, mais un enfant qui a été, en quelque sorte, pardonnez-moi parce que c'est très émouvant d'en parler, mais qui a été témoin des violences entre un père et une mère, c'est aussi considéré comme une victime. C'est une victime. L'enfant est victime parce que témoin direct. Ouais. Exactement. D'accord. Et ça a des répercussions. D'ailleurs, on voit bien dans ce dossier pour Lily, ça a eu de très fortes répercussions, puisque cette petite fille rejouait les scènes de violence contre sa mère. Elle était très violente contre sa mère. Alors que c'était la victime, la maman. Alors que la maman est victime, elle était, il y avait des propos aussi sexualisés, des gestes. C'était une petite fille qui était assez abîmée. Qui a du mal dans les relations avec ses pairs, qui était très agitée. Enfin, les audiences étaient un peu compliquées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut noter une réelle évolution, et je reprendrai les propos de son conseil de cet après-midi. C'est une réelle transformation. Parce que cette petite fille, aujourd'hui, est apaisée. Elle a été en capacité de rester assise, d'échanger, d'accepter de parler de sa situation. Parce que c'est pas toujours simple pour les enfants, parce que moi, je les entends à partir de 7 ans. Et c'est pas toujours évident pour les enfants de venir s'adresser à un juge. Certains sont parfois très stressés, se demandent un peu pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va leur arriver. Il y a aussi dans certaines situations se dire si je dis telle chose, quelles conséquences ça va avoir pour mes parents, parce que bien souvent ils ont peur aussi pour leurs parents, ils sont assez protecteurs. Et donc l'idée c'est du débat contradictoire et de l'audience de venir apaiser tout ça et de dire on est là pour discuter, pour échanger, d'être vigilant en tout cas, d'instaurer un climat plutôt serein pour que la parole se libère et surtout qu'on puisse avoir un débat constructif. Et donc cette petite fille Lily, malgré tout, est en demande de voir ce père qu'elle n'a pas vu réellement depuis 3 ans. Et il est présent dans votre bureau. Et il est contre toute attente. Ouais. Il vient à l'audience avec son avocate. On a perdu finalement 1 an, puisque l'objectif du renouvellement de la mesure, c'était de travailler cette reprise de lien et de travailler avec ce père qui ne s'est pas saisi de la mesure éducative. Vous lui avez demandé ça il y a 1 an, et 1 an après, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et il vient à l'audience, et finalement, on est comment moi, je suis un peu interloquée sur ce père qui vient. Je sais pas trop s'il prend conscience de la portée de ses paroles vis-à-vis de sa fille, de sa distance. On sent que c'est un père quand même assez distant, qui doit peut-être aussi lui-même avoir une histoire de vie assez traumatique. Mais en tout cas, moi, je suis juge des enfants, donc je me place au niveau de l'intérêt des enfants. Et l'enjeu de cette audience, c'était de lui faire prendre conscience qu'il faisait du mal à sa fille
et que s'il souhaitait reprendre les liens, il fallait qu'il collabore à cette mesure éducative, que ça allait pas se faire tout naturellement. En tout cas, c'était pas dans l'intérêt de Lily, et que il était un peu auto-centré, c'est-à-dire qu'il pensait à ce que lui voulait. Il a du mal à se positionner vraiment en tout cas, il sait pas faire en tant que père enveloppant, aimant. Lui, voilà, il restait. D'ailleurs, je lui avais posé la question, qu'est-ce qu'un père? Et il a pu dire, un père, c'est quelqu'un qui inculque le respect, de se tenir correctement à table et de pas aller cramer des voitures. Qu'est-ce que vous avez répondu juste après? Alors, je lui ai dit, et que faites-vous de l'amour et de la communication et de l'échange? Parce que, à mon sens, c'est ce dont cette petite a besoin, et c'est quand même la base des relations. Je donne la description suivante. Il a regardé ses pieds, il était, je pense, perdu, gêné et un petit peu aussi interpellé, bien sûr, et il n'a pas répondu à votre question après. L'idée, c'est aussi l'audience, c'est de venir créer. Alors, je suis pas psychologue, je veux pas non plus me substituer à un travail psychologique. On sent que ce monsieur aurait besoin d'un suivi parce qu'il a été auteur de violences conjugales. Et on peut se poser la question de la remise en question, finalement. Surtout quand il va dire à sa fille, alors qu'il la croise comme ça, par hasard, c'est pas ta mère la victime, mais c'est moi, elle me battait. Vous voyez, c'est à se poser la question de où est la remise en question et comment, alors qu'il a été condamné. Voilà, il a inventé le fait d'être victime alors que en la tout cas, justice l'a condamné. Il a l'air de s'en persuader. Oui. Et la question, c'est de se dire, et donc c'est pour ça que je me suis permise de lui rappeler que lui avait été condamné, qu'à tout le moins, il a été reconnu par la justice comme auteur. Et que, partant de là, comment on travaille sur une reprise de lien alors que sa fille a été co-victime de ces violences, et comment lui envisager les choses. Je ne vous cache pas qu'à la fin de l'audience, même si je lui ai rappelé l'intérêt de prendre contact avec le service, de travailler dans l'intérêt de sa fille, je ne suis pas certaine que l'année prochaine, cet objectif soit rempli. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas de baguette magique. Ce serait bien. Mais il faut que tout le monde comprenne, la justice et donc l'État offre la possibilité à ce monsieur, en tout cas, d'entamer des démarches pour, allez, je vais le résumer de manière vraiment très hâtive, être peut-être un meilleur papa, en tout cas, lui donner des outils pour qu'ensuite il puisse appliquer ça quand il rencontre sa fille dans un cadre. Alors c'est là, ça veut dire quoi, des visites médiatisées? Parce que c'est ce que propose parfois et impose la justice. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, les visites médiatisées, c'est en présence d'un éducateur, d'une personne, d'un tiers, qui va venir accompagner la reprise de lien ou le lien entre l'enfant et le parent, et veiller en tout cas à ce que ça se fasse de manière adaptée sans venir heurter l'enfant. Veiller aussi à ce que l'enfant soit adapté par rapport aux parents, parce que parfois, il peut y avoir des débordements de part et d'autre. Mais en tout cas, c'est faire en sorte que le lien soit constructif. Ça, c'est la justice du quotidien d'une juge pour enfants. Mais il y a aussi parfois des dossiers qui sont extrêmement durs, qui relèvent notamment, et pardon de poser cette question, ça va faire froid dans le dos à beaucoup, mais sur la prostitution des mineurs. Quand on allume la télé, on pourra considérer que c'est que dans les grandes villes, que c'est que des cas extrêmes et basta. Et vous nous dites aujourd'hui que malheureusement, la prostitution, ça peut concerner des mineurs partout en France. On n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit, mais à un moment, il faut s'ouvrir les yeux aussi sur cette réalité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous voyez dans une ville comme Bergerac? Ce sont évidemment des cas particuliers, mais ça existe. Alors effectivement, ça existe en Dordogne aussi, qui est un département certes rural, mais qui n'échappe pas au narcotrafic et au réseau de prostitution et à l'exploitation sexuelle des mineurs. Notamment, cette exploitation sexuelle des mineurs est facilitée par les réseaux sociaux, finalement, puisque tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat ou autres, et il est très facile, finalement, d'entrer en contact avec des personnes hors département. Et donc ce phénomène tend à se développer, je ne sais pas si c'est vraiment un terme, mais à s'aggraver, en tout cas, à s'aggraver de par les réseaux sociaux, par l'attrait de l'argent facile, puisque les mineurs peuvent dire, elles vont avoir de l'argent, pouvoir s'acheter ce qu'elles veulent, du maquillage, des vêtements, des sacs. Elles voient l'aspect financier, l'instantané, si vous voulez. Après, pour certaines, dont une que j'ai à suivre dans mon cabinet, elles se droguent aussi pour oublier la douleur ou la marchandisation de leur corps, peut-être pour être une autre personne le temps d'eux. Et elles ont une grande mobilité. Ça, c'est un phénomène qui est relevé aussi. C'est que elles peuvent, les proxénètes peuvent venir les chercher même à la porte des foyers.
pour les emmener dans un Airbnb. Foyer où elles sont placées. Foyer où elles sont placées. Là, en l'espèce, a été placée. Où elles prennent le train, elles partent à Paris, Toulouse, et elles se prostituent. Alors, elles répondent à des annonces sur Snap, puisqu'a priori, après, ça marche par connaissance. Et donc, en l'espèce, une des mineures à qui je pense, elle s'est retrouvée à Toulouse, dans un appartement, dans un Airbnb qui avait été loué uniquement pour la prostitution, avec 2 jeunes femmes qui étaient présentes tout le temps. Donc, qui se mettent, soit pendant que les hommes viennent, elles se mettent dans la salle de bain ou autre, pour en tout cas vérifier. Exactement. Alors, effectivement, ces mineurs peuvent se dire, ce sont 2 femmes, elles se sentent peut-être plus en confiance. Il y a un côté de sororité, enfin bon, même si, mais elles si vous voulez, c'est quand même, elles se disent, voilà, ce sont des filles, elles vont peut-être elles se sentent moins méfiantes. Tout est fait pour basculer encore plus vite. Ouais. En fait, elles sont moins méfiantes. Mais ces jeunes femmes, bien souvent, elles ont elles-mêmes été prostituées auparavant et après, elles travaillent pour quelqu'un d'autre. Et on va dire qu'elles montent dans l'échelle, dans la hiérarchie. Et en fait, elles se prostituent pendant une semaine. Après, elles récupèrent un peu d'argent et puis elles repartent. Quand elles se sentent, désœuvrées ou quand elles sentent que c'est plus possible, elles reviennent. Donc, d'où l'intérêt de maintenir les placements, parce que ça reste un endroit sécure. C'est-à-dire que c'est un endroit où, quand elles n'ont plus de lieu où dormir et plus rien pour se nourrir, elles reviennent pour dormir, manger. Elles savent en tout cas que c'est une mise à l'abri. Alors, effectivement, en tant que tel, le placement en assistance éducative n'est pas efficient, puisqu'on ne fait pas d'accompagnement éducatif, mais ça permet, pour ces jeunes femmes entre 15 et 17 ans, parfois même encore plus jeunes, de leur offrir ce lieu, cet abri. Et qu'on puisse peut-être raccrocher à un moment donné. Donc ça, on est un peu démunis, je pense, les uns les autres, dans nos cabinets. Alors, moi, je suis juge des enfants à Bergerac, donc j'ai pas les mêmes problématiques. En tout cas, en nombre, je parle que d'autres collègues. Mais je pense qu'on a tous le même souci de se dire comment peut-on faire pour sortir une mineure de ce processus. C'est pas évident du tout. Donc, on maintient le placement, on essaie de maintenir le contact. Moi, j'ai l'habitude de dire aux mineurs qui fuguent, par exemple, de leur dire, mais ok, tu peux continuer à fuguer, mais on ira te rechercher à chaque fois. Alors, et on te ramènera. Je dois intervenir. Je devrais peut-être pas le dire, mais je vais le dire. Vous êtes juge pour enfants. N'empêche que, moi j'ai fait ma petite enquête, ça vous arrive même le week-end, même quand vous êtes off, dans votre famille, chez vous, de remuer ciel et terre pour retrouver une mineure qui a disparu ou qui a fugué. Je le sais, parce qu'on me l'a raconté dans votre entourage, on me l'a dit, vous appelez parfois des commissariats à l'autre bout de la France pour dire, est-ce que vous l'avez trouvée, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je suis juge pour enfants et il faut la retrouver, c'est urgent. Mais ça, c'est pas dans votre cahier des charges. Vous le faites en plus. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être une façon atypique d'exercer mes fonctions. Mais je sais aussi... On peut dire que bravo, pardonnez-moi, mais... Non, mais je sais aussi... En fait, votre métier ne s'arrête pas à 18h quand le tribunal ferme. Et même quand parfois je suis en off parce que je suis pas au bureau et qu'on m'appelle parce que notamment une maman qui était partie du lieu médiatisé avec l'enfant, on m'appelle et j'essaie de trouver des solutions. On s'arrête pas une fois à la porte du tribunal passée. Après, il m'apparaît important, en tout cas, qu'on s'implique et que on puisse aussi. Je garde en tête et à l'esprit que certains collègues n'ont pas forcément ce temps-là. Je viens pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Je veux pas qu'on se méprenne sur mes propos. En tout cas, c'est ma manière de faire et parce que j'ai l'occasion aussi de le faire, peut-être. Vous avez combien de mineurs que vous suivez ? Alors là, actuellement, à Bergerac, je dois avoir 500 ou 600 mineurs. J'avoue que j'ai plus en tête vraiment. Voilà. Après, j'ai eu un cabinet bien plus chargé auparavant, donc ça me paraît pas aussi parce que je suis montée jusqu'à 630 dossiers en AE. 630 dossiers, quand j'étais à Bourges. Au même moment, nécessite votre travail. En tout cas, oui, il peut y avoir, puisqu'en fait, il faut savoir que au cabinet du juge des enfants, nos dossiers, ce qu'on appelle, sont vivants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tenu notre audience, notre dossier n'est pas archivé. On a pris notre mesure, elle est exécutoire par provision, c'est-à-dire qu'elle est dès lors qu'on prononce. Oh là, c'est des mots compliqués là. Oui. Dès lors qu'on prononce une mesure éducative, la mesure va être mise en place. Elle est censée, en tout cas, être mise en place et s'appliquer. Mais en réalité, je peux recevoir 15 jours, 3 semaines après, une note d'incident, un courrier, une demande de changement. Donc, nos dossiers, c'est ce qu'on appelle sont vivants. Contrairement à d'autres matières, par exemple, le juge aux affaires familiales,
Dès lors que le juge aux affaires familiales a pris sa décision, le dossier est clôturé et archivé. Et après, si les personnes veulent ressaisir, c'est une nouvelle requête, un nouveau dossier. Que nous, ce sont des dossiers vivants. On a parfois des dossiers très très vieux, puisque certains enfants sont placés jusqu'à leur majorité, de la naissance à la majorité. Et moi, je vous dis, je suis tombé de ma chaise quand je vous ai vu bosser toute la journée et que vous restez calme, que vous essayez de jouer la pédagogie quand en face, c'est parfois très 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 animé. Quand vous rentrez chez vous le soir, est-ce que vous vous pétez la gueule? Je peux manquer de patience à la maison, ça c'est certain. En tout cas, c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, après certaines audiences, quand vous avez absorbé de l'agressivité, des personnes, leur colère ou autre. Pour plein de raisons, parce que souvent on leur dit vous ne retrouverez pas votre enfant, vous ne pouvez pas le récupérer à la maison. Exactement. Je leur donne pas raison, mais j'explique. Ouais. Oui, non, mais il est évident que quand on dit à un parent non, il pourra pas rentrer parce qu'il y a telle ou telle chose ou parce que vous faites pas passer telle ou telle chose de la bonne manière, ça leur plaît pas. Il y en a qui sont en capacité de se remettre en question et d'autres non. Donc c'est vrai que c'est pas les audiences ne sont pas toujours linéaires et d'une audience à une autre ça peut changer et parfois on se dit tiens ce dossier ça va bien se passer et au final pas du tout. Parce que aussi les réseaux sociaux font que les gens ont des fausses images en tête. Ils pensent aussi que parfois on place les enfants et que nous sommes commissionnés pour placer les enfants. C'est-à-dire que vous touchez une commission? Exactement. Ça, on vous l'a dit? Oui, moi j'ai déjà eu ça aussi à l'audience. Donc moi je leur explique que pas du tout. Enfin, j'essaie je peux entendre que ils entendent ces choses-là et par colère ils reportent ça. En tout cas, je leur explique. Après, ils en font bien ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que après les audiences, parfois, on a besoin d'un temps pour souffler. Qu'on n'a pas toujours, parce que j'ai du service général aussi. Donc, je peux être assesseur en audience correctionnelle ou avoir d'autres audiences. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que je m'entends très bien avec ma greffière aussi. On forme un binôme. Et donc, ça permet aussi parfois de souffler, surtout quand on a des situations qui nous ont heurté un peu, qui ont été lourdes, où on peut un peu lâcher, en fait, et évacuer la charge mentale. Parfois, on est blessé aussi d'une situation, un enfant ou un parent qui a pu nous toucher parce que sa situation est très difficile. Je me souviens d'une maman qui a un cancer et qui vient à l'audience parce que j'avais donc été saisie et qui me dit mais je vais bientôt mourir et qu'est-ce qui va devenir de mon enfant? C'est pas facile quand on est face à ce genre de situation et elle me disait mais moi je veux pas que le papa s'en occupe pas et je veux qu'il y ait quelque chose après ma mort finalement, voyez. Et donc cette maman, c'était difficile pour elle de venir dire de mon vivant, je demande la protection de mon enfant pour quand je ne serai plus là. Vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Je voudrais juste d'un mot qu'on y revienne parce que on va pas dire que tous les mots qui nous arrivent sur la tronche aujourd'hui dépendent des réseaux sociaux, mais quand même, pour parler des violences au quotidien chez les ados, vous avez peut-être un exemple concret parce qu'on l'a vu aussi dans une autre audience. Ça amène parfois, les réseaux sociaux amènent des enfants à venir au tribunal parce qu'ils ont violenté un tel ou une telle, parfois dans des circonstances assez violentes. Hein, ouais. En réalité, ils n'ont pas conscience déjà tout passe par les réseaux sociaux. Les jeunes filment tout aujourd'hui. Ça passe par les nudes aussi, par exemple. Un jeune que j'avais eu à l'audience, qui avait donc diffusé, il avait rompu avec sa petite amie qui n'avait que 13 ans et à laquelle il avait demandé un nude en preuve d'amour. Alors nude, c'est des photos dénudées. Et donc je lui ai demandé mais en quoi c'était une preuve d'amour de demander une photo de la personne nue. Et il m'avait répondu elle l'avait déjà fait à d'autres garçons, donc je voulais voir si à moi elle le faisait aussi. Et donc, je lui ai dit, oui, mais sauf qu'aujourd'hui, tu te retrouves devant un juge des enfants parce que cette photo a été diffusée. Et pire encore, c'est que sa petite sœur, puisque ensuite, il y avait eu des tags sur l'école, insultants ou autres. Donc, cette jeune fille qui avait des amis s'en sont pris à la petite sœur de l'auteur. Et cette petite sœur s'est retrouvée harcelée dans son collège parce que son frère avait commis l'infraction de diffuser un nude. Donc ça peut être ça peut être un appel aussi, là en l'espèce, l'audience dont vous parlez, c'est deux jeunes femmes qui s'insultent à travers les réseaux sociaux. Le petit copain de l'une intervient et finalement semblerait l'avoir menacée et insultée. Et donc le petit copain de l'autre copine en question envoie un message en disant on va se retrouver, on va s'expliquer pourquoi tu as insulté ma petite copine.
Donc ils se retrouvent et au final il y a d'autres jeunes qui sont là et ils ont envie de régler leur compte aussi parce que finalement voilà, tout le monde se retrouve dans le quartier et ils se retrouvent à être attirés dans une cave à ce que il savait pas trop ce qui allait lui arriver. Alors fort heureusement il a réussi à se dégager de l'emprise, il y a eu qu'un coup de pied, j'ai envie de dire, mais c'est déjà ça. Ça n'a pas été si grave. Mais ça n'a pas été un scénario bien catastrophe. Sûr. Mais ça aurait pu. Mais en tout cas, je pense qu'il a eu une grosse frayeur parce qu'il savait pas trop ce qui allait lui arriver dans cette cave. Surtout qu'un des auteurs avait une cagoule, donc ça laisse présager que, en tout cas, il a envie de commettre des choses pour lesquelles il n'a pas envie d'être filmé. Et encore une fois, cette scène était filmée et rebalancée sur les réseaux sociaux. Donc, et on sait aussi qu'à Bergerac, il y a un groupe où tous les jeunes en fait diffusent un peu leurs vidéos pour un peu dire moi j'avais su comme ça qu'une mineure que je suivais en assistance éducative s'était fait frapper juste à côté du palais au niveau du cinéma lors d'une fête foraine alors qu'elle était enceinte, âgée de 16 ans. Et la vidéo ensuite voilà. est je l'ai montrée su tel par un trophée. mais en fait voilà, et je l'ai su par une autre mineure qui m'a dit une telle, elle s'est fait frapper et donc j'ai appris qu'elle était enceinte et qu'en plus elle s'était fait frapper et tout ça par les réseaux sociaux parce qu'il y a un groupe dans Bergerac où les mineurs diffusent leurs vidéos de violence, d'insultes, voilà, c'est pour eux c'est un mode de communication en réalité. Et c'est là où on va mettre un petit cliché à la poubelle, parce que votre histoire de la cave, qui s'est donc passée ici il y a maintenant plusieurs années, c'est des faits de violence, j'allais dire, pas minimes, mais en tout cas pas très graves, avec aucun danger de mort. Mais, et c'est là où moi ça m'a surpris, la justice est passée. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, attendez, c'est pas très grave, ils ont fait des cons et maintenant on passe à autre chose. Non. Vous avez été saisi et vous avez fait votre boulot et on l'a vu tout à l'heure, nous, à l'audience, il y aura à la fin une sanction. Oui. C'est-à-dire que quand on dit que la justice fait rien parce qu'elle manque de moyens, vous avez trop de boulot, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Alors on peut pas. La justice est lente. C'est souvent le qualificatif qui est porté à notre système judiciaire. Ça peut l'être, c'est vrai. Je vais pas dire le contraire parce que c'est fait dater. Mais en réalité, la justice a été lente parce que il y a une alternative aux poursuites qui avait été décidée par le procureur de la République et le mineur n'a pas suivi, en tout cas n'a pas fait le stage auquel il avait été condamné, n'avait pas réparé les dommages. Raison pour laquelle ça revient un peu plus tard devant moi, le temps que le circuit reprenne. Et à mon sens, aujourd'hui, il était alors il reconnaissait les faits, donc effectivement la culpabilité était acquise. Néanmoins, il y a cette mesure éducative judiciaire provisoire qui était importante d'être prononcée pour s'assurer en tout cas de la réelle prise de conscience, puisqu'aujourd'hui c'est un jeune majeur, mais s'assurer qu'il y ait cette réelle prise de conscience et qui réitère pas, bien évidemment, et de l'accompagner aussi, ce jeune majeur, parce qu'aujourd'hui, il a toujours pas d'emploi, en tout cas, il garde pas un emploi fixe, puisque 3 jours chez l'un, 1 semaine chez l'autre. Donc, on sent qu'il y a un réel besoin d'accompagnement et c'était important, effectivement, qu'il y ait cette audience et qu'on le revoie dans 6 mois pour l'audience de sanction, voir son évolution. Et moi qui assistais à la scène, je peux juste dire que ça n'a pas été zappé en 5 minutes. Vous avez vraiment pris le temps de tout bien expliquer, de faire en sorte à la toute fin, avec les mots que vous employez, que l'ancien mineur, parce que maintenant il est adulte, comprenait et ses faits et les conséquences que ça pouvait avoir. Donc vous avez vraiment expliqué la justice. Un mot aussi, parce que vous évoquiez à l'instant le temps de la justice. Mais il y a aussi, et là je pense par exemple, c'est pas encore très rigolo, mais à des faits d'inceste ou de violence sexuelle chez un mineur, quand on est victime de ça, la parole, elle peut pas se libérer tout de suite. Non. Et donc le temps de la justice, c'est pas toujours le temps aussi de la libération de la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Parce que, oui, il y a un temps long et lent parfois. Ça peut, effectivement, ça peut paraître compliqué à entendre, mais le cadre procédural, alors il y a plusieurs types d'enquêtes, mais le cadre procédural est encadré. Le temps de l'enquête, quand vous entendez un ou une mineure qui a été victime, alors je parle vraiment, je veux pas faire de généralité, mais en tout cas le dossier auquel je pense, c'était de jeunes mineurs. Puisque la plus jeune avait 5 ans, et c'est elle qui a dénoncé finalement des faits. Et, on parle de violence sexuelle. Oui. Et donc cette mineure avait relaté les faits auprès de sa maîtresse qui avait bien retranscrit en questions-réponses, voilà. Elles ont été entendues toutes les deux par les services de gendarmerie, un service spécialisé en audition Mélanie, c'est-à-dire dans une salle avec de la couleur, des jouets, une table, pour pas juste être entendues dans un bureau, quelque chose de froid. Enfin, c'est ce qu'on appelle nous les auditions Mélanie.
avec un enquêteur qui tape pas. En fait, l'enquêteur discute et c'est quelqu'un d'autre derrière. Tout est filmé, parce que les auditions mineures sont filmées, et l'enquêteur derrière qui tape et retranscrit finalement l'échange. Et ces mineurs n'ont pas pu réitérer. Enfin, en tout cas, la plus jeune n'a pas réitéré, et l'aînée... C'est-à-dire qu'elle a pas redit ce qu'elle avait dit à la maîtresse. Oui, pardon, ce qu'elle avait pu dire. Et l'aînée a dit, non, elle ment. Et ces mineurs, c'est compliqué parce que C'était pour protéger les parents. Parce que peut-être, sûrement pour protéger, peut-être aussi parce que psychiquement bloqué. Parce que je pense qu'il y a des mécanismes, qu'on mesure pas tout le temps. Nous, on peut se dire, oui, mais c'est simple, on dit les choses, mais non, parce que quand on est victime, quand on a vécu dans un certain climat, c'est compliqué pour des enfants de pouvoir, ils sont souvent très loyaux envers leurs parents, et c'est donc très compliqué parce qu'ils mesurent pas les conséquences, ils ont peur. Et donc le temps, je dis toujours que le temps de la victime n'est pas forcément le même que le temps de la justice, et c'est important de prendre le temps, de pouvoir aussi leur offrir les conditions et peut-être la possibilité d'y revenir plus tard et de venir déposer ce qu'elles... Alors elles font ce travail, mais il est vrai qu'on demande souvent beaucoup aux victimes, parce que souvent elles sont, en tout cas les mineurs, elles sont entendues par les enquêteurs, puis après elles sont vues à l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, par un médecin, un gynécologue, enfin voilà. Et donc il faut répéter son histoire. Puis s'il y a une mesure éducative, peut-être que ça va ressurgir et elles vont en parler. Et finalement, elles ont plusieurs espaces où elles doivent parler, et à un moment donné, je pense que la mémoire traumatique, alors, je suis pas médecin, je veux pas faire, mais je pense que ça peut bloquer aussi. Et elle parle plus. Donc une des mineures commence à écrire, ça la libère beaucoup. Elle écrit vraiment. Donc moi, elle m'a adressé des courriers où elle écrivait en travers, en grand, et où elle demandait, sans dire quoi, mais elle demandait à son père de dire la vérité. Voilà. Donc il y a une amorce. Et j'espère en tout cas que ce dossier aboutira au moins pour ces deux petites filles. Mais il y a des investigations en cours. Oui, il y a l'enquête c'est pour ça que je veux pas trop. Il y a des moyens derrière, bien sûr. Voilà, l'enquête est toujours en cours, et en tout cas on veille. Elles sont bien évidemment placées, et on veille à ce que elles puissent évoluer sereinement sur leur lieu d'accueil, que elles puissent aussi vivre avec ça et en même temps pouvoir libérer la parole pour peut-être aller mieux un jour. Je prends soin de préciser pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est très rare d'avoir une parole comme la vôtre qui explique le quotidien de la justice. Donc rien que pour ça, merci. Et c'est inspirant. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais arrêtez, je ne suis pas inspirante, c'est gênant d'évoquer ce mot pour moi. Moi, je dis que vous avez tort de parler comme ça, mais j'ai le droit de le faire. Et puis justement, il y a quelque chose de très inspirant dans votre bureau. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière votre bureau? Il y a plein de dessins avec écrit « Merci Madame le juge ». Il y a plein de couleurs, il y a plein d'arc-en-ciel, il y a des petits bonhommes qui sourient, il y a des cœurs. Comment vous recevez ça quand des enfants font des dessins comme ça? Parce que j'explique, quand vous recevez les parents, il y a certains moments, les enfants, ils peuvent pas tout entendre. Donc vous les mettez dans une salle qui est juste à côté de votre bureau avec des nounours, des jouets, et donc ils peuvent aussi dessiner. Puis ils vous les donnent après parfois, ces dessins. Oui. En réalité... mais je suis toujours très contente. C'est vrai que ils sont. C'est pas toujours un moment agréable pour ces enfants. Ils sont souvent stressés. C'est pas facile. Certains dorment pas parce qu'ils savent que l'échéance de l'audience va arriver. Et donc, mettre les dessins derrière moi, c'est aussi pour les enfants que j'entends. Ils peuvent déjà regarder les dessins, donc ça ils ont l'attention parfois attirée par autre chose. Ça les déstresse un peu. Et c'est libérateur le dessin. Certains, ils en ont besoin. Et je suis plutôt contente. Quand ils ont fait des dessins, j'avoue que je les accueille avec joie. Je les ai pas tous affichés encore, mais certains me disent mais moi aussi je veux mon dessin sur ton mur. Donc c'est devenu un muséum des dessins des petits mineurs que j'ai pu avoir et qui parfois ils font des cœurs. Il y a un dessin qui m'avait interpellée, c'est un mineur qui avait fait ça. Son bonhomme n'avait pas de bouche. C'était très particulier. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi il n'a pas de bouche, ton bonhomme? Et il a éludé la question. C'était à la fin de l'audience où il me l'a donné, puisque je fais revenir les mineurs à la fin pour leur dire ma décision. Et pour l'expliquer. Et pour expliquer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'avait donné ce dessin. Et c'est un petit bonhomme qui est en souffrance aussi, qui a perdu sa maman, qui était toxicomane. Et situation compliquée aussi avec le papa. Et j'avais été interpellée, par ce dessin. Et il vérifie d'une année à une autre si j'ai toujours le dessin sur le mur. Il y en a un qui m'avait réclamé, donc je finis par mettre sur ma porte aussi. Mais Et il y en a dans la pièce derrière aussi où vous rangez les dossiers. Je confirme.
Qui vous a le plus inspiré dans votre existence depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes sur Terre? C'est pas simple, hein. Je vous laisse réfléchir. J'avoue que... alors, en figure de justice, évidemment, c'est Simone Veil et Robert Badinter. Je pense que voilà, c'est un peu classique. Oui, mais dites-moi pourquoi. Pourquoi pour vous, c'est eux? Pour moi, Simone Veil, avec le parcours de vie qu'elle a eu, hein, la Shoah et comment elle a pu se relever de ça. J'avais d'ailleurs rencontré, puisqu'à l'ENM, on a aussi cette possibilité. J'avais travaillé sur ce sujet. L'école de la magistrature. Voilà, oui, pardon, l'école de la magistrature. Et j'avais pu rencontrer Ginette Kolinka pour l'interviewer, puisqu'elle avait connu Simone Veil. Et je vous cache pas que c'est un moment très, très émouvant de rencontrer cette dame qui a plus de 90 ans maintenant, qui transmet la parole, voilà, des enfants et des personnes qui ont été déportées. Et l'histoire de Simone Veil, qui de l'horreur a fait quand même surgir quelque chose de magnifique, hein. Elle a été députée, elle a été magistrat, elle s'est battue. Je pense c'est une femme qui avait beaucoup de convictions. Et en tout cas, oui, c'est une figure inspirante. Et Robert Badinter, pour tout ce qu'il a pu apporter, pour son discours, notamment sur l'abolition de la peine de mort. Sa hauteur aussi. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de voix, finalement, dans le droit, qui sont entendues, qui constituent un magistère. Bon, là, j'ai dit une phrase compliquée, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais mais après, nous, les magistrats, parce que souvent, vous devez vous taire, voilà, on vous demande... c'est pas nous qui avons la parole et la communication. C'est vrai que c'est rare. C'est plutôt le parquet, hein, le procureur de la République qui communique dans notre ministère. Ça nous va bien, d'ailleurs. Pas forcément à l'aise avec cette idée-là. Néanmoins, c'est vrai que je trouve qu'il est important qu'on fasse comprendre que notre système judiciaire, oui, il peut y avoir des choses, des dysfonctionnements, des choses qui fonctionnent moins bien ou autres, mais les magistrats sont investis dans leur travail. On aime ce qu'on fait, on a tous à cœur, en tout cas, de rendre la justice au nom du peuple français et pour les Français. On a un sens du service public quand même. Enfin, je veux dire. Si y en a un qui me dit le contraire après vous avoir écouté, je crois qu'on va lui en mettre une dans la tête. Hein. Grand merci. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette parole. C'est vraiment très rare d'avoir un juge pour enfants qui s'exprime sur son métier, son quotidien. Vous êtes 500, un peu plus de 500 en France, donc voilà, vous étiez d'une certaine manière et involontairement la porte-parole de ces juges. Merci mille fois. Je prends soin de préciser à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que vous avez le droit de liker et de reposter ce podcast. Pourquoi? Parce que plus on aura de personnes inspirantes sur les réseaux et sur Internet, mieux ça ira. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. À très vite pour un nouveau numéro. Merci encore. Merci à vous.